crois que je suis tombée dans la marmite quand j'étais petite. J'ai eu la chance de naître dans un endroit qui s'appelle l'Arboretum de la Fosse. Quand je me suis mariée, j'ai épousé mon mari et j'ai épousé Valmer. On a, avec mon mari, repris un peu ce jardin depuis, mettons maintenant, 20 à 25 ans. Avec beaucoup d'améliorations, de restauration. Et quand on est dans un endroit comme ça, ce qui prime, c'est la pierre. On voit bien que l'architecture du jardin, ce sont toutes ces terrasses et tous ces murs. Donc la première chose, évidemment, c'est que les murs tiennent debout. Ça a été très intelligemment construit à partir de 1520. Cette succession de terrasses a des proportions magnifiques, combinées par exemple pour que le potager qui fait 1 hectare ne soit pas vu pendant toute la promenade dans les différentes terrasses, y compris depuis la plus haute terrasse, et qu'on le découvre quasiment à vol d'oiseau juste quand on arrive dessus. J'ai beaucoup planté, et je plante toujours beaucoup. J'ai aussi beaucoup coupé et déboisé parce qu'il fallait restituer les perspectives, et puis j'ai recréé des structures, parce que j'aime bien avoir des structures végétales vivantes qui se marient avec les structures minérales de l'architecture. Le premier endroit où j'ai planté à Valmer, c'est dans les douves. Les douves sont toujours un formidable endroit pour faire un jardin parce que c'est très protégé. Et il se trouvait que là, il n'y avait rien. Et du coup, j'ai demandé à ma belle-mère si je pouvais planter un jardin là. Et elle m'a dit bien sûr. Il y a d'abord ces 2 énormes, magnifiques sophoras qui tombent de toute leur hauteur dans les douves. Et ça, je pense que ces arbres sont à eux seuls des monuments historiques. Alors là, on a vraiment un à-pic sur les douves. Le sophora qui vu d'en haut n'est pas mal non plus. Et puis on voit bien, c'est là tous ces gros contreforts d'ifs. Parce que ce qui est beau à Valmer, c'est les murs. Et moi je dis qu'il n'y aurait pas une plante dans ce jardin, il serait quand même très beau parce que l'architecture est tellement belle que ça suffit à soi-même. J'ai mis donc ces collections d'hydrangéacées, ces gros contreforts d'ifs, les Lagerstremia, le lilas des Indes qui est une de mes plantes préférées aussi, et les fameux osmanthus qui sont une de mes plantes fétiches pour le coup. Je commençais par restaurer les dessins. J'ai, Dieu merci, un magnifique plan de 1695. Et ça, c'est précieux parce que à Valmer, le château a brûlé, donc ce qu'il y avait dedans. Et par miracle, j'ai retrouvé au fond d'un placard roulé en boule l'original, le plan original de 1695. Donc c'est une aide précieuse pour restaurer. Et j'ai commencé par restaurer la terrasse de Léda, en lui redonnant simplement les proportions des allées et surtout ce beau dessin central magnifique que j'avais sur le plan de 1695 qui avait totalement disparu. Tous ces travaux ont été faits avec le jardinier qui s'appelait Monsieur Bourdin et qui était un type formidable. Donc on a tiré des mesures, etc. Il y a 2 axes principaux dans les jardins, un axe sud-nord qui est l'axe d'arrivée, et là on est exactement sur l'autre axe des jardins qui part de la grande terrasse et qui descend à la terrasse du château, la terrasse de Léda et le potager en bas. Et au-delà du potager, même faisant partie du jardin tout en étant hors les murs, un grand canal s'est axé exactement sur l'autel de la chapelle troglodytique. Donc c'est un axe volontairement pieux. Le gros travail ici a été la remise en culture du potager. Le dessin d'origine existe depuis 500 ans, donc on n'a rien inventé. Et ça s'est fait avec un jardinier qui s'appelle Sébastien Verdière. Au départ, moi, je ne m'y connaissais pas en légumes plus que les autres. Je faisais pousser des haricots verts et des pommes de terre comme tout le monde. Et lui arrivait d'avoir passé plus d'1 an dans le potager de Jean-Pierre Coff. Donc, avait vraiment creusé la question des légumes. Et à nous deux, on a eu l'idée complètement folle, il faut bien le dire, de remettre en culture ce potager. « 20 ans avant, j'avais replanté quand même les structures, c'est-à-dire les bordures de buis, les espaliers, les contre-espaliers de fruitiers, mais c'était toujours 4 carrés d'herbe. Et après ça, dans chaque carré, j'ai redessiné 4 sous-carrés. Ça permettait de faire des plus petits carrés et donc des petits rangs auxquels les visiteurs avaient facilement accès en marchant sur les allées en herbe et donc pouvaient accéder aux plantes, les toucher, les voir, les goûter
lire les étiquettes, ce qui pour moi est important, parce que c'est un jardin qui est fait pour partager ce qu'il y a dedans. Ce qui était intéressant, c'était de retrouver la plus grande diversité possible. On est un potager conservatoire, c'est-à-dire qu'on veut conserver le patrimoine génétique que représentent ces plantes. C'est aussi une base génétique qui peut servir pour le futur, qui peut servir à sauver ou améliorer des plantes pour que les hommes puissent se nourrir, tout simplement. Je fais partie d'associations internationales comme la Société internationale de dendrologie, ça c'est des gens qui parlent d'arbres, qui hurlent en latin devant les arbres rares. Je fais partie de l'Association des parcs botaniques de France, qui a été créée par mon père. Et puis plus localement, je fais partie de l'Association des parcs et jardins en région Centre, qui est une des associations régionales de parcs et jardins les plus actives de France, incroyablement actives, avec énormément de choses, dont des programmes de formation. Et depuis l'année dernière, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a 2 journées de formation qui ont lieu à Chaumont pour les professeurs. Et ça, c'est bien parce que ça permet de faire venir des écoles dans les jardins. C'est très important que tous ces étudiants aillent en vrai, dans les vrais jardins, voir les vraies plantes et parler avec des vrais gens qui s'occupent des jardins. Le parc fait 80 hectares avec principalement des chênes, des charmes, des châtaigniers et puis l'introduction de merisiers depuis une trentaine d'années. J'ai planté des arbres et des arbustes qui viennent d'un peu partout dans le monde, spécialement des chênes parce que j'aime beaucoup les chênes. Donc il commence à y avoir une petite collection de chênes ici et donc c'est un jeune arboretum. Comme tous les arboretums, je le plante depuis 30 ans, il sera beau dans une centaine d'années à peu près. Ça c'est un des axes principaux du parc, c'est l'axe nord-sud qui fait toute la longueur à flanc de coteau du parc et qui se termine par ce qui s'appelle sur le plan ancien le belvédère, qui sont 3 arcades de briques et de pierre, comme une fabrique pour faire joli au bout de la vue. Et en même temps, à l'intérieur, on peut monter, il y a un petit escalier et on peut voir par-dessus le mur du parc. D'où son nom de belvédère. Alors ça c'est un Acer opalus. C'est un érable qui pousse plutôt méditerranéen et dans les Alpes. Et c'est un érable qui fait des très grandes feuilles, qui commencent seulement maintenant, et des somptueuses couleurs d'automne. Ça c'est un très joli petit pommier aussi qui s'appelle Malus baccata. Il est tout en début de floraison et ça va devenir un nuage blancs, légers et qui sont très très bons en plus. Donc là je les ai plantés par 3 et pratiquement quand ils seront adultes ils vont se rejoindre. Alors c'est une rosacée et ça s'appelle Pseudosidonia sinensis, c'est pas de sa faute non plus. Et je trouve que le bouton est ravissant. C'est un très joli petit arbre en fleurs qui fait une très belle écorce et qui fait des énormes fruits comme des coings énormes et qui sentent très très bon, qui sont verts quand ils ne sont pas mûrs et qui finissent jaunes, dorés quand ils sont mûrs. On en rentre 3 dans la maison et ça parfume toute la maison. Pour moi c'est une plante 20 sur 20. Cercidiphyllum magnificum qui s'appelle l'arbre à caramel aussi parce qu'il sent le caramel. Et là en plus je crois qu'on a de la chance parce qu'il est en fleurs. La jeune pousse est pourpre. Après ça va devenir vert et ensuite c'est parmi les plus belles couleurs d'automne. Alors l'odeur de caramel c'est à l'automne. Ça c'est Kelreteria paniculata. On a les fruits secs de l'année dernière, on l'appelle aussi le savonnier. Ça fleurit des grappes de fleurs vert jaune en été. Ça fait ses fruits incroyables. On l'appelle aussi quelquefois lanterne chinoise. Il y en a même un fruit dans lequel il reste encore une graine là, qui n'est pas tombée. Et puis, ça a des jolies couleurs d'automne. Et la jeune pousse est comme du velours rouge, absolument incroyable. Alors là, on est au fond du parc, au plus haut du parc, dans le grand axe des 2 colonnes, qui démarre à la colonne de la Charmille, qui se prolonge jusqu'à cette colonne au-delà du vide-bouteille. Et ça aboutit sur la fin de l'axe du parc, qui est ce qu'on appelle la culture du parc, ou le clos du parc, qui, sur les plans du XVIIe, était un vignoble.
Ça avait disparu et depuis 5 ans maintenant, on a replanté un vignoble. Donc c'est un vignoble historique, le seul à Valmer à être clos de mur. Et évidemment, c'est là où ça fait un des meilleurs vins. Les événements qu'on organise à Valmer, c'est d'abord pour être des rencontres de jardiniers. C'est-à-dire que viennent ici les gens passionnés de jardin. Il y en avait deux, Alex. On dirait un serpent. Ça tombe bien, elle s'appelle serpent. Ah oui, non, mais attends, c'est au point où on le fait? Ah, c'est la longueur. Et une fois que c'est sec, ça fait... Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est qu'à la fois les visiteurs qui viennent lors de ces événements peuvent trouver des plantes ou trouver des conseils, et aussi on peut échanger et on discute entre jardiniers. Et là on peut passer avec un rotavator par exemple. Évitez toujours les outils, alors ça dépend du document. Un endroit comme ça, on n'est pas vraiment propriétaire. Sur le papier, on est propriétaire de cet endroit. Dans la pratique, moi j'ai tendance à dire qu'on est dépositaire. Ça veut dire que cet endroit, il existe depuis 500 ans. Il a toujours eu des gens qui l'ont aimé, qui l'ont entretenu. Quand ils n'ont pas pu, ils ont passé la main. Et voilà, nous à l'heure actuelle, c'est nous qui sommes là. Et on a un devoir qui est aussi un plaisir de l'entretenir, de l'améliorer si c'est possible et de le transmettre. Ce qu'il importe, à mon sens, mais ça c'est très difficile à définir, c'est de rester fidèle à l'esprit du lieu. Et à l'intérieur de ça, c'est comme ce que disait Saint-Augustin, aime et fais ce que tu voudras, c'est ça. Respecter l'esprit d'un lieu et du coup planter ce dont on a envie parce qu'on pense que ça va bien. Alors c'est subjectif, mais je crois que c'est important de voir les choses comme ça et de ne pas être bloqué dans une période historique. Parce que de toute façon, le vivant nous empêche d'être bloqué.